نونوار کردی چه خبره؟ مهندس بریم مراسم. مراسم چی؟ مراسم پاکشویانه. Le 23 novembre dernier, alors que son réalisateur croupi dans une geôle insalubre de Téhéran, sortait en France le dernier long métrage de Jafar Panahi, dissident iranien à la renommée internationale. Réduit à la détention quand d'autres artistes moins malheureux connaissent la censure, Jafar Panahi est un jeteur de pont, une figure tutélaire relais entre le cœur d'une société iranienne écrasée par la radicalisation du pouvoir et les nations étrangères attentives face à ce nouveau géant de la géopolitique internationale. Jafar Panahi en prison, c'est une intelligence gâchée. C'est indignement couper les ailes d'un cinéma en pleine maturité, c'est rompre l'écho d'une des voies les plus importantes et géniales du cinéma contemporain. Car disons-le, Jafar Panahi s'est affirmé comme l'un des plus grands cinéastes de la décennie, et à coup sûr aura la postérité qui lui est échue, y compris dans son pays d'origine quand les temps y seront plus propices. Son travail d'analyse de la société iranienne est monumental, et sa mise en scène limpide, jamais froide, toujours curieuse et attentive, tant sociologiquement qu'anthropologiquement, fait de lui cet artiste qui dérange, car il ne trahit rien, ni ses ambitions révolutionnaires, ni la rigueur dialectique d'une telle entreprise. Si l'humanisme de Jafar Panahi est évidemment moteur de son cinéma, il est une lumière plus discrète, venue de dos, bon à souligner les contours de ses personnages, à les distinguer, qu'il traite comme des sujets d'étude à part entière. Cette sympathie froide de Panahi est caractéristique de la dualité de son cinéma. À la fois empathique et chaleureux, immergé à l'intérieur des cercles, des familles, des traditions, mais toujours distant d'un pas. Ce recul de l'œil lucide qui ne prend pas parti sans avoir pris le soin de s'expliquer les rouages matériels de la société et de la nature du récit. Dans Aucun ours, cette démarche est perceptible et c'est à mon avis l'une des meilleures raisons pour Jafar Panahi de se mettre en scène, dans un propos métatextuel où le cinéma parle avant tout de cinéma. Sa personnalité, auquel s'ajoute le statut de libre penseur poursuivi par le pouvoir, est l'incarnation même de sa démarche philosophique et scientifique. Car Jafar Panahi dans le film est un être essentiellement passif. Si le film tente tant bien que mal de suivre une trame, à savoir la réalisation d'un long métrage de l'autre côté de la frontière turque, auprès duquel d'ailleurs il ne peut tenir qu'une place de spectateur, Jafar Panahi est ballotté entre divers tourments familiaux et politiques, auxquels il concède du temps et de la matière. Il ne fait aucune résistance aux circonvolutions du récit, il se laisse porter sans jugement dans les affres de l'intrigue, à l'intérieur des cahutes en pierre ou le long de la vallée de contrebande, et se plie aux traditions sanctifiées de la ruralité. Cette part documentaire si chère à Godard est fondamentale dans le cinéma de Panahi, et le talent de Panahi est de la rendre foisonnante comme la vie. Dans chaque plan, il y a une porte de sortie, une rencontre humaine qui dévie le cours naturel du scénario. Il y a un bouillonnement intérieur comme une trace, un indice, qu'il ne faut pas laisser échapper. Film sur la censure qui consiste à empêcher de montrer, et qui oblige le cinéaste à toutes les contorsions. Mais aussi film sur l'autocensure, qui consiste à ne pas savoir voir, de laquelle Jafar Panahi apprend à se prémunir. Le cinéaste possède une mission, servir au mieux la vérité. Le faux monologue de l'actrice Zara, brillamment mis en scène, est un manifeste fédérateur pour les oreilles et les yeux des Iraniens de demain, que Panahi souhaiterait voir transfigurer la société théocrate, et qu'il fait participer dans son film comme un appel au réveil collectif. Jafar Panahi. Mais c'est aussi une mise en garde à l'attention des sociétés occidentales auprès desquelles il entretient un succès nullement crédule, pertinemment conscient que l'intérêt qu'il suscite s'inscrit dans un historique anti-musulman, dans une rhétorique droit-de-l'homiste paternaliste et infantilisante. Le cinéma du faux, surtout quand il s'agit des grosses productions orientalisantes, est une gangrène historiographique, bien souvent issue des lectures libérales du Proche et du Moyen-Orient. Il sait que son succès n'est pas toujours désintéressé, et que la censure et la propagande font tout aussi partie de l'Occident,
dans une forme plus discrète, mais tout aussi pernicieuse. L'insincérité, celle de son mari, qui finira de mener Zara au suicide, et des lamentations de quoi graver le précepte du cinéaste, et peut-être de tout bon cinéaste. Elle a supporté la torture, l'exil, mais elle n'aura jamais supporté le mensonge. L'Iran n'est plus une nation quelconque à l'échelle du monde. Contrairement au récit occidental, l'Iran est une nation émergente techniquement moderne, et le bouillon traditionnel de rites et de superstitions, la mainmise d'un pouvoir totalisant, à l'image de ces ours montés de toutes pièces. La force de Panahi, au travers de ses déambulations, est de séparer le grain de l'ivraie, de faire la part belle entre ce qui relève véritablement des valeurs fondamentales du pays persan et ce qui relève de l'enclave politique. Il parvient à renverser le couple conservatisme-progressisme en l'immergeant dans le concept de lutte des classes, entre ce qui appartient véritablement à l'axologie populaire et ce qui relève de la culture bourgeoise et dominante, c'est-à-dire au culte de la soumission. À l'image de son film, que le réalisateur Jafar Panahi veut comme une alternative à la propagande iranienne, le personnage Jafar Panahi entend faire vivre une rupture métaphysique majeure. L'imbroglio autour de la promesse de mariage, vieille tradition patriarcale sans justification métaphysique, dessine les contours d'une société du serment et de la parole sacrée. Mais si une cérémonie comme le lavage de pieds est porteuse de sens, en tant qu'elle véhicule un flux symbolique véritable et participe au tissu social, la parole sacrée érigée en justice participe à le déchirer. Panahi le montre. La parole est sujette au marchandage, et les tenants du pouvoir, aussi petit soit-il que celui du maire, s'accommodent bien d'une parole tronquée à des fins diplomatiques. Dans ce genre de tribunal, auquel le personnage de Jafar Panahi se confronte comme Socrate devant les sophistes, il règne l'arbitraire au nom du serment, mais cette parole sacrée a perdu de sa force, et par extension, son critère de vérité. À cette problématique contemporaine, Jafar Panahi entend bien apporter la charge de la preuve. Ici, c'est le rôle tenu par la photographie et le cinéma. La photographie comme trace formelle d'un événement dans le temps, et le cinéma, c'est 24 vérités par seconde, comme le témoignage dans un espace et un temps délimité. Ainsi, il crée une rupture métaphysique majeure, en contradiction des infrastructures iraniennes salies par la corruption et l'idéologie réactionnaire. L'enregistrement vidéo ou la captation photographique sont des innovations cruciales dans les luttes citoyennes. Ils ont servi de preuve des répressions, des exactions et de tous les débordements, au Proche et au Moyen-Orient, en Asie, en Amérique et même en Europe, en témoigne récemment la guerre en Ukraine ou encore la crise des Gilets jaunes en France. Plus concrète que la parole, la preuve matérielle est une étape décisive dans la lutte du peuple iranien pour une réappropriation collective de la notion de justice. L'intérêt excessif des villageois pour la photographie de Panahi prouve bien que la rupture métaphysique est en germe, qu'il existe quelque part un affaissement de la croyance en la parole sacrée, qu'il s'agit de conduire jusqu'à son terme. Le refus des images à travers l'iconoclasme millénaire de l'islam, mais que les sociétés musulmanes ont ou non appliqué, avec plus ou moins de force, tout comme le christianisme n'était pas destiné à l'iconophilie il y a des siècles, est en train de s'émousser par une sorte d'empirisme et sous le mouvement des révolutions à travers le monde. Cependant, la scène du tribunal prouve bien que la preuve par l'image est un progrès nécessaire, mais pas suffisant. Le personnage de Jafar Panahi a beau sceller son témoignage dans la carte mémoire de son appareil photo, il ne joue pas le jeu de l'accusation et certifie ne pas posséder le cliché tant convoité. La raison est simple. Quel est l'intérêt d'une telle photographie ? Avec brio, il ouvre une problématique majeure, celle de l'appropriation collective de l'image, en termes plus politiques, celle de la socialisation des moyens de production photographique et cinématographique. Le rôle du cinéaste reporter est-il de porter à charge un individu dans une querelle de mœurs ? Non, cela l'État iranien le fait très bien, à savoir produire des images que pourtant il réprouve, à des fins répressives ou de propagande. Un cliché, une vidéo, est falsifiable, troncable, on peut l'instrumentaliser à des fins politiques et en détourner le sens à loisir. Jafar Panahi n'est pas un juge, et une image univoque est une preuve beaucoup trop friable. Ce qui donne du sens à l'image, justement, c'est le récit, dans toute son ambiguïté. Cette ambiguïté qui ouvre l'espace de l'émotionnel, de l'analyse et de la pensée.
Tout l'intérêt de l'œuvre de Panahi se trouve ici résumé. Les enjeux artistiques et intellectuels sont les seuls à pouvoir donner une voix conséquente à l'image. Quelque part, la mise en abîme reboucle sur elle-même, la forme du film est une démonstration du fond du récit. Par sa réalisation ingénieuse, Jafar Panahi met en scène sa propre démarche artistique et intellectuelle qu'il veut pour preuve de la supériorité dialectique sur les outrages totalitaires du pouvoir iranien. À la fois invitation à produire collectivement des images et à les agencer dans la forme la plus pure du journalisme ou de l'objet d'art, le film est une invitation philosophique au dépassement de l'opinion et de la doxa, une invitation à repenser le monde à partir des articulations logiques de la philosophie millénaire arabe, mais aussi l'urgence de repenser les traditions religieuses au cœur de l'organisation sociale, et de faire la part des choses entre ce qui appartient légitimement au régime spirituel du Dieu unique, et ce qui appartient au régime temporel du pouvoir, qui se légitime à travers la religion. Enfin, le film sonne comme un avertissement à ces curieux occidentaux, qui, du haut de leurs prétentions laïques, se délectant de la chute d'un obscurantisme religieux amalgamé, semblent retomber dans une mythologie quasi religieuse, celle de l'image sans récit, à l'heure où le système politique et économique occidental nourrit tous les mensonges pour sa propre survie.